Bonsoir et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Les violences qui continuent à Bamenda au Cameroun. La police fait état de 4 morts suite à de nouveaux affrontements. Une situation qui dégénère et qui avait commencé par une grève des enseignants. Le parti au pouvoir tenait un meeting ce jeudi mais n'a pas réussi à apaiser les esprits. 4e jour de grève des médecins au Kenya. Après l'échec des négociations avec le gouvernement, le personnel soignant menace d'étendre le mouvement aux établissements privés. Il demande une hausse des salaires normalement prévue dans un accord signé il y a 3 ans. Et Ali Bongo a choisi la Chine pour son premier voyage officiel depuis sa réélection. Au menu, renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Les précisions à suivre de notre correspondant à Pékin. Mais tout d'abord, a-t-on atteint le point de non-retour au Cameroun, à Bamenda, précisément, région du nord-ouest du Cameroun, à majorité anglophone. C'est une grève des enseignants qui a dégénéré en violents affrontements. La police fait état ce jeudi de 4 morts. Les affrontements ont éclaté entre la police et des jeunes qui voulaient empêcher un meeting du parti au pouvoir. Au Cameroun, notre correspondant Marcel Amoko. Selon les informations que nous avons pu recueillir sur place, des jeunes ont érigé des barricades et brûlé des pneus sur tous les axes menant à l'hôtel où était logée la délégation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, délégation conduite par le Premier ministre camerounais et le secrétaire général de ce parti, le parti du président Paul Biya, qui projetait d'organiser une manifestation dans la ville pour appeler à l'arrêt de la grève des enseignants et des avocats anglophones. Des incidents ont ensuite éclaté entre ces jeunes manifestants munis de projectiles et de frondes et les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène, de camions à eau et selon des témoins ont même parfois tiré à balles réelles, une information que nous n'avons pas pu confirmer. De sources indépendantes, des hélicoptères ont également survolé la ville. Les boutiques et les magasins sont restés fermés. Situation très tendue donc ce soir à Bamenda, le chef-lieu de la région du Nord-Ouest, l'une des 2 régions anglophones du Cameroun qui ressemble à une ville fantôme. Au Kenya, le président Kenyatta n'a pas convaincu le personnel soignant. Après 4 jours de grève, médecins, infirmiers, dentistes réclament une hausse des salaires, hausse prévue dans un accord signé en 2013. Mais les négociations avec le gouvernement restent au point mort. Le mouvement pourrait même s'étendre aux établissements privés. Laurent Berstécher. Des centaines de médecins et d'infirmiers dans la rue pour une 4e journée de contestation. Les professionnels de la santé kényans se disent prêts à poursuivre leur mouvement de grève tant que le gouvernement n'aura pas accédé à leurs demandes. Il y a les questions des promotions et du salaire, sur lesquelles on se bat depuis 4 ans. Le gouvernement nous a bien baladés, mais maintenant il est temps de descendre dans la rue. Les autorités kenyanes ont proposé mercredi d'augmenter d'environ 40% les salaires des médecins, une offre immédiatement rejetée par les syndicats. Ces derniers réclament une multiplication de leur salaire par 4, une hausse déjà prévue dans un accord passé en 2013, mais qui n'est jamais entré en vigueur. Il faut que les Kenyans sachent que nous ne détestons pas travailler. Nous aimons notre travail, mais il est temps que le gouvernement nous prenne au sérieux. Depuis le début de la grève, à laquelle participent environ 5000 professionnels de la santé, les hôpitaux publics sont désertés. Selon les autorités, au moins 14 personnes seraient décédées en raison du manque de soins. Une centaine de patients se sont par ailleurs échappés d'un hôpital psychiatrique à Nairobi ce lundi. Le président Kenyatta a annoncé mercredi être prêt à dialoguer avec les manifestants. Le même jour, un juge a menacé de lancer une procédure judiciaire contre les responsables syndicaux s'ils ne mettaient pas fin à la grève. Au Ghana, le dépouillement est toujours en cours et le résultat de l'élection présidentielle est attendu au plus tôt ce vendredi. Mais les premiers résultats laissent entrevoir un score particulièrement serré entre le dirigeant sortant, John Dramani Mahama, et son rival, Nana Akufo-Addo. Florence Gaillard, avec notre correspondante sur place, Katharina Vitozzi. Dans les rues de la capitale ghanéenne, l'attente succède à la fièvre électorale. 7 candidats sont en lice pour ce premier tour, mais la bataille se joue entre 2 rivaux historiques. Le président sortant, John Mahama, et le leader du nouveau parti patriotique, Nana Akufo-Addo.
Nana va remporter cette élection. Il arrive, il est partout. Mon candidat progresse. J'espère que la commission électorale va le déclarer vainqueur de cette élection. Le dépouillement a débuté juste après la fermeture des urnes. Il se fait en public et sous surveillance policière. Dans l'ensemble, le vote s'est déroulé dans le calme, mais des violences post-électorales ne sont pas à exclure. Il y a eu quelques incidents, mais ils sont isolés et ils n'ont pas altéré la crédibilité globale du processus électoral. La CODEO appelle à nouveau tous les Ghanéens à rester calmes et à attendre que la commission électorale déclare les résultats officiels. Si aucun des deux rivaux n'emporte plus de 50% des voix à l'issue de ce scrutin, un second tour aura lieu courant décembre. Bujumbura et Libreville promettent des sanctions à l'encontre des casques bleus soupçonnés d'abus sexuels en Centrafrique. 25 Burundais, 16 Gabonais ont été identifiés suite à une enquête des Nations Unies sur des agressions sexuelles dans la région de Kemo entre 2014 et 2015. L'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, de retour à Bujumbura, il est le facilitateur dans la crise burundaise. Une visite de 3 jours pour s'entretenir avec les différents partis. Et Benjamin Mkapa qui veut s'en tenir à sa feuille de route qui prévoit des consultations avec tous les protagonistes dans le conflit burundais. Et il souhaite parvenir à un accord politique d'ici juin 2017, au plus tard. La justice française ne pourra plus procéder à des perquisitions au 42 avenue Foch à Paris. Cette adresse, c'est celle de l'ambassade de Guinée équatoriale. L'immeuble est pointé du doigt dans l'affaire dite des biens mal acquis. La France soupçonne Théodorine Obiang, vice-président équato-guinéen, fils de l'actuel président, d'avoir notamment acquis ce bâtiment à titre personnel. Malabo avait saisi en juin dernier la Cour internationale de justice qui a donc validé le caractère diplomatique du bâtiment. Une première victoire pour l'ambassadeur de Guinée équatoriale à Paris. C'est une décision positive. Il fait honneur à la justice internationale, compte tenu du fait que nous avons toujours maintenu que l'immeuble de l'avenue Foch, c'est une représentation diplomatique qui a été violée par la justice française. Donc, c'est un aveu à la justice française qui doit tirer les conséquences de cette décision. Nous ne reconnaissons pas un contentieux bilatéral entre la France et la Guinée équatoriale. L'ambassadeur de Guinée équatoriale répondait à Jonathan Walsh. Et en revanche, la Cour internationale de justice s'est déclarée incompétente pour déterminer si oui ou non Théodorine Obiang était protégé par son immunité diplomatique au moment de la saisie des biens du désormais fameux 42 avenue Foch. Ali Bongo a donc effectué son premier voyage au-delà des frontières africaines en Chine depuis sa réélection. Une visite de 3 jours pour renforcer la coopération économique entre les deux pays. Le président chinois Xi Jinping a salué le choix de cette visite comme une volonté de réaffirmer l'amitié entre les deux pays. À Pékin, les précisions de notre correspondant Pierre-Philippe Berson. Durant ce voyage officiel en Chine, il a été reçu avec tous les honneurs à Pékin par le président chinois Xi Jinping et par sa femme Peng Liyuan. Alors, pas un mot n'a été prononcé sur sa réélection. C'est l'économie qui a occupé le cœur des discussions avec à la clé plusieurs accords de coopération internationale. Tout d'abord, un projet de rénovation de l'Assemblée nationale à Libreville, mais également un projet de contournement de l'aéroport international de la capitale gabonaise. Il faut dire que Ali Bongo s'est présenté à Pékin les bras grands ouverts. Il a accordé une interview à Xinhua, l'agence de presse officielle, dans laquelle il a réaffirmé son souhait de voir davantage d'entreprises chinoises investir au Gabon. Le message a été reçu 5 sur 5. Côté chinois, désormais, l'Empire du Milieu est le 3e fournisseur du Gabon et c'est même son premier client sur la scène internationale. Ali Bongo quitte Pékin ce soir. Il s'envole pour Canton, une grande ville du sud du pays, où il terminera cette visite officielle de 3 jours.
Et c'est la fin de cette édition africaine, mais restez sur France 24, l'info continue.